On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 37e édition du Congrès Avec amour des alcooliques anonymes présenté ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu à la polyvalente Armaresco. C'est samedi le 18 avril. On va recevoir 3 membres AA dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de sport aux puces. Il y a une augmentation des ventes de 20 Pourquoi? En raison d'une nouvelle stratégie marketing. Vous savez que très souvent, ici même à cette émission, on vous parle de commerce de détail, de la préoccupation qu'on a, des enjeux de société. Puis on le voit même dans des plus grosses bannières. On a vu récemment la fermeture de Target, Future Shop là, qui est transformé en Best Buy. Mais il y a beaucoup de préoccupations à l'égard de ça et aussi de nos plus petits commerçants qui doivent sortir du lot. La concurrence aujourd'hui est mondiale, c'est Internet. Bref, comment peut-on faire pour sortir du lot, faire vivre des expériences clients et se démarquer? Bien, voilà une belle expérience ici du côté de Sport aux puces. Avec nous pour en parler, Patrick-Emmanuel Roy. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci. Je lisais donc récemment dans le Canada français du 26 mars dernier une stratégie marketing payante pour Sport aux puces, augmentation des ventes d'environ 20 surtout au niveau de la location. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, on a développé justement une stratégie marketing nouvelle un petit peu pour l'année 2014. Puis on a innové avec des programmes de location. On avait le programme de location pour l'hiver qui était existant. Mais l'année passée, on a mis beaucoup de publicité pour notre location de vélo de route à la saison. En bref, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on permet aux gens de louer un vélo de route d'une valeur d'environ 1 000 à 1 500 $ pour une fraction du prix. On a un tarif à partir de 250 $ et ça pour toute la saison. Donc, quelqu'un qui voudrait se mettre au vélo de route, il peut à partir de 250 $ très facilement. Là. Et ça, ce service-là n'existait pas auparavant? Ça faisait 2-3 ans qu'on le travaillait, qu'on le peaufinait, qu'on voulait le développer. Et l'année passée, ça a vraiment été la grosse année qu'on a publicisé ça, qu'on a affiché, qu'on en a parlé. Et puis, c'est cette année-là ça a fait le mouvement là, et qu'on en a loué plusieurs. Parce qu'il y avait donc une demande, c'est ça? On Il y avait une demande pour ça? Vous avez créé la demande? On a créé la demande, en fait. On s'entend que le vélo de route est en expansion depuis quelques années. Et puis, souvent, les gens rentraient dans le magasin et les prix étaient trop chers. Mais ça commençait à ces prix-là. Je veux dire, il n'y avait pas de vélo en bas de... Autrement dit, la personne, elle rentre dans le magasin, là, tu lui montres le beau vélo à 2000 $, puis là, il fait comme... Il est beau, Exact. mais 2000, c'est pas dans mes moyens. C'est ça. Je n'irai pas mettre 2000 là-dessus. Là. Il aimerait ça l'avoir, mais il ne veut pas mettre le 2000. C'est ça. Je dirais que ça commençait de plus, mettons, 1000, 1500. Et puis là, les gens, bien, justement, maintenant, on est arrivé, on pourrait vous le louer pour une journée, pour une fin de semaine, pour la semaine au complet. Maintenant, on a fait, on pourrait le louer pour la saison, on pourrait l'essayer. Puis on l'a développé, on l'a essayé. Puis c'est sûr que ça engendre des inventaires, ça c'est certain, la gestion, formation de personnel, parce qu'un vélo de route, on ne peut pas dire, OK, tenez, partez avec le vélo, puis on se revoit au mois de septembre, octobre. Là. On a le positionnement qui est inclus, on a le choix de vélo, il y a la facturation. Fait qu'il y avait une formation qui venait avec ça aussi. Là. Mais dans le fond, c'est une façon d'amortir les coûts parce que c'est un peu comme le principe des locations automobiles, où dans le fond, on paie ce qu'on consomme en kilométrage puis en dépréciation, puis après ça, on redonne la voiture à la fin. Vous marchez quoi de façon annuelle ou en fait par saison, c'est ça, pour l'été? C'est annuel. C'est annuel, dans le Oui, fond. c'est annuel. Maintenant, c'était pour l'été l'année passée. Là, cette année, justement, pour 50 $ de plus, vous pouvez garder l'hiver parce que de plus en plus de gens en font l'hiver à l'intérieur avec sur des rouleaux. Donc là, on offre ce service-là aux gens. Donc ça, c'est encore plus... Puis après ça, l'année d'après, la personne qui dit, moi, je veux me rajeunir d'appareil, puis là, bien, on peut changer à ce moment-là. Puis... Plus les gens reviennent et en achètent un. Ah oui? Ils finissent par en acheter un après? Certains le relouent. Il y en a d'autres qui n'ont pas aimé ça. Je veux dire, c'est comme dans n'importe quoi. Dans n'importe quel sport, il y a un risque de ne pas aimer ça. Mais la plupart aiment ça, s'en rajoutent un autre. C'est souvent... Mais pour vous autres, dans le fond, ultimement, c'est rentable parce que est-ce qu'un même vélo peut être loué plusieurs fois ou quand vous le retrouvez en magasin, vous pouvez ensuite le revendre, mais comme étant usagé? Exactement. Puis les vélos usagés, bien, ça a une valeur. Les gens recherchent ça aussi. Donc, dans tous les cas, on le loue. Souvent, on essaie de les louer plus qu'une saison, évidemment. Là. Sinon,
c'est moins payant dans ces temps-là. Mais on le reloue la saison d'après. On fait l'entretien dessus. Puis l'entretien est gratuit toute la saison que le client l'a. Donc, le vélo il est bien entretenu. Fait que ça permet de justement relouer le vélo l'année d'après. Parle-nous de l'utiliser, parce que dans le fond aussi, dans le monde du sport, vous avez des clientèles de tous âges. Oui. C'est sûr qu'entre autres, les gens qui ont 40 ou 35 ans et moins, souvent vont être des clients importants pour vous autres en ski, en patin, en toutes sortes d'équipements. Quelle est l'importance pour un magasin comme Sport Opus d'utiliser, de bien utiliser le web, la mobilité, les médias sociaux? En quoi ça fait une différence dans vos stratégies de marketing? Bien, c'est qu'on on peut cibler justement notre marché. Tu sais, justement, avec Facebook, mettons qu'on veut faire une publicité sur Facebook, on peut cibler la ville, l'âge, les intérêts des gens. Donc, ça permet de vraiment aller chercher le client potentiel, pas orienter nos pubs pour monsieur, madame, tout le monde qui ne serait pas nécessairement intéressé à venir dans notre magasin. Donc, puis c'est ça le but du marketing, dans le fond, c'est d'avoir une répercussion puis d'être capable de la calculer dans un certain sens. Là. Vous avez eu l'expertise de Emixo pour vous aider dans cette planification-là? Exactement. Depuis février 2014 qu'on a commencé vraiment avec, dans le temps qui était Groupe Orange, qu'ils ont fusionné avec l'entreprise Megavolt pour maintenant être Emixo. Et puis, on a vraiment des très bons résultats avec eux en ce moment. Puis, on apprécie beaucoup notre partenariat avec eux autres. Là. En même temps, votre groupe gère, dans le fond, à peu près 2-3 magasins parce que, bon, Louis-Philippe Ouellette, que les gens connaissent, est impliqué avec toi, donc, du côté de Saint-Jean, mais également, vous avez du côté du boulevard Tachereau avec Pierre Ouellette. Oui. Là, vous avez aussi un autre magasin depuis quelque temps du côté de Sainte-Catherine? Depuis juillet 2014, c'est comme mon petit bébé. On a ouvert un nouveau magasin sur la route 132, l'artère principale, pas mal dans ce domaine. Dans le secteur du Roussillon. Là. Exactement. Donc, c'était pas un magasin existant? Non. Là. Vous êtes parti de zéro? Là. On est parti c'était un restaurant. On a loué. Le local, c'est un restaurant. On a trippé à grandeur. Puis on a vraiment bâti un nouveau magasin là-bas, cette année. Quel est l'avantage, justement, de se grossir? Parce qu'au total, il y a quoi, une quinzaine de Sport Opus au Québec. De ce nombre, vous en avez 3 avec le groupe. Donc, un dernier là, depuis celui de Sainte-Catherine. Ça devient quoi l'avantage pour vous autres d'avoir plus qu'un magasin? Premièrement, c'est sûr que notre pouvoir d'achat est augmenté. Maintenant, on achète à 3 magasins. C'est sûr que c'est 3 magasins, 3 identités différentes. Mais on est considéré comme un petit groupement quand même, puisque c'est les 3, c'est comme nos 3 magasins, si on veut. Donc, le pouvoir d'achat est plus important. On peut aller chercher des escomptes, on peut négocier plus facilement avec les fournisseurs. Là. C'est quoi, dans le fond, le gros avantage de Sport Opus? Est-ce que c'est, dans le fond, cette espèce de tandem entre la vente du neuf et la vente de l'usager et la location? C'est ça qui fait la force de Sport Opus? C'est sûr que c'est un avantage. Comme là-bas, on a ouvert en juillet, puis en août, on avait déjà des clients, on avait déjà un roulement qui était établi à cause que le nom est connu. Les gens associent ça, qui peuvent rapporter leur équipement usagé pour économiser sur des nouveaux équipements. Ils peuvent racheter de l'équipement usagé pour moins cher. Ils peuvent faire la location. Oui, on parlait de la location des vélos, mais le gros de notre location, c'est la location de ski pour les enfants, même pour les adultes. Donc, ça, c'est ça qui fait la force du non-Sport Opus. C'est que les gens peuvent économiser en tout temps pendant toute l'année. Tu disais d'ailleurs dans l'article qu'à un certain moment, tu comparais ta caisse enregistreuse à un comptoir de Walmart où il y a 30 personnes à la caisse en même temps, à peu près. Il faut faire attention. Peut-être pas la caisse enregistreuse. Peut-être pas le montant qui rentre dans la caisse, non, là, ça, mais les gens qui font la file pour payer. Oh, là, je ne travaillais pas cette journée-là. Je travaillais à l'autre magasin. Je travaillais à Sainte-Catherine. Puis j'étais passé récupérer des trucs parce qu'on fait souvent des transferts. Puis je rentre dans le magasin. Le stationnement débordait. À la caisse, c'était un line-up. Je ne comprenais plus rien. Je me demandais s'il n'y avait pas une erreur avec les ordinateurs ne fonctionnaient plus ou quoi que ce soit. Ben non, c'est juste le monde attendait pour payer. Fait que, oui, on a un service rapide, mais là, ça ne fournissait pas. C'est un beau problème. J'étais vraiment content. Puis j'étais vraiment fier surtout de voir ça, de rentrer dans ton magasin puis qu'il y ait du monde de même. C'est vraiment c'est un beau feeling. Bon, toi, tu es tombé dedans un peu quand tu étais jeune parce que quoi? Louis-Philippe et Pierre ont parti ça il y a quoi, 15 ans, 20 ans? Ça fait quoi? Saint-Jean, justement, c'est notre 15e anniversaire cette année.
Pierre, je ne me trompe pas, ça fait 18 ou 19 ans. Moi, j'ai 27 ans. Fait que si on fait le calcul, là, j'ai commencé quand même jeune. Là, je passais mes fins de semaine là. Puis, Mais ça a grossi avec le temps, parce qu'au début, il y avait un serrurier, ouais. puis après ça, vous avez agrandi. Puis là, je sais qu'il y avait toujours une espèce, un enjeu d'espace pour l'inventaire. Puis, On a grandi par en dedans. C'est ça, vous avez agrandi par en dedans. On a grandi par en dedans. À tous les jours, on essaie d'agrandir par en dedans. C'est ça notre défi souvent, là. Et comment voyez-vous, je dirais pas la menace, mais évidemment, l'Internet fait partie du paysage aujourd'hui. La plus jeune clientèle aime beaucoup acheter en ligne. C'est sûr qu'acheter en ligne, c'est pas comme voir le produit. Il n'y a pas d'expérience client non plus au niveau du service. Comment on arrive, dans le fond, à convaincre quelqu'un d'acheter son vélo chez vous en magasin plutôt que de le faire sur Internet? Il faut faire attention aussi avec l'Internet. Les achats en ligne, je ne connais pas les statistiques exactes, mais je pense pas qu'au Québec, on soit encore rendu que la majorité des gens achètent en ligne. La majorité va regarder en ligne, va magasiner en ligne, veut voir le produit en ligne. Et si on s'est adapté, sur notre site Internet, le magasin de Saint-Jean et le magasin de Saint-Hubert, les produits sont en ligne. Même celui de Saint-Hubert, c'est un petit peu en avant sur nous autres. Il y a le moyen d'acheter en ligne directement. Donc, on s'est adapté un petit peu au... Des fois, je me dis, le danger là-dedans, c'est que la personne rentre chez vous voir le produit, se le faire expliquer pendant 1 heure de temps, retourne à la maison, s'en va sur Internet, sur un site américain, pour l'avoir pour, je ne sais pas moi, 23 piastres moins cher, là. Il y a un risque. Non, je sais, c'est sûr mais... que le risque est là, mais c'est notre job, justement, d'offrir, comme tu disais, l'expérience client. C'est notre mot-clé, c'est d'offrir un service au client, une expérience de magasinage. Il rentre au magasin, il faut que ce soit une expérience. Exactement. Tu sais, comme sur tous nos vélos, tous les vélos qu'on vend, il y a justement des freins de vitesse qui sont gratuits à vie. Donc, tu sais, nulle part on va retrouver ça sur Internet, justement, gratuit à vie, là. Donc, on se démarque avec ça. Patrick Emmanuel, merci beaucoup. Bonne chance. Eh bien, merci Bonne beaucoup. continuation. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du congrès qui va se tenir le 18 avril prochain à la Polyvalente Resco, congrès annuel du mouvement alcoolique anonyme. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Samedi, le 18 avril, c'est la 37e édition du Congrès avec amour du mouvement alcoolique anonyme. C'est présenté ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la polyvalente Armand Racicot. Évidemment, vous allez le convenir, on parle du mouvement alcoolique anonyme, donc anonyme le dit. Donc, nos invités, je vais vous les présenter. Il s'agit bien sûr de noms fictifs et vous allez comprendre également que la caméra, que l'image sera brouillée pour préserver leur identité. Donc, je vous présente nos invités. D'abord, notre premier invité s'appelle Michel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Carole, bonsoir. Bonsoir. De même que Danny, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous d'abord, Michel. Ça fait combien d'années que vous êtes impliqué dans le mouvement alcoolique anonyme? Depuis mes tout débuts, ça fait 7 ans et demi. 7 ans et demi. Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers Alcoolique Anonyme? Parce que parfois, les gens vont tenter de cesser de consommer de différentes façons, mais qu'est-ce qui fait que pour vous, le choix du mouvement AA a été celui vraiment qui a donné des résultats? Parce que j'avais essayé tellement de solutions auparavant pour soigner mon mal de vivre, le désespoir de vivre. Et ça avait tout été, je me suis rivé le nez dans le mur, ça a été toutes les solutions ont été des échecs. Et je connaissais un ami qui était dans le mouvement. Et à ce moment-là,
précisément, j'étais rendu à un point dans ma consommation où moi, je suis devenu alcoolique sur le tard, c'est-à-dire à partir de l'âge d'à peu près 45 ans. Ah, oui. Auparavant, là, je buvais, mais je contrôlais ma consommation. Mais à 45 ans, j'ai pris une décision consciente de boire parce que le désespoir me rongeait et j'avais aucune autre solution. Fait que là, je me suis donné la permission de boire, puis je suis devenu prisonnier de l'alcool. Pendant combien d'années? Pendant 12 ans. 12 ans. Oui. Et je connaissais un ami depuis l'âge de début de la vingtaine qui était dans le mouvement. Il y avait déjà à ce moment-là une trentaine d'années d'ancienneté dans le mouvement des AA. Et c'est quelqu'un à qui j'avais confiance. Je suis allé le voir, j'en ai discuté avec lui, j'ai parlé de mon état, je savais que j'étais alcoolique. J'en avais pris conscience, il n'y avait pas de problème pour ça. Et c'est lui qui m'a donné comme la flamme là, pour venir. Et là, comment on se sent 7 ans plus tard? Oh mon Dieu! C'est le plus beau cadeau que je me suis jamais fait de ma vie. Ce que je n'avais jamais été capable de faire auparavant, me faire des cadeaux à moi-même. Et c'est vraiment le plus beau cadeau que je me suis fait. Vous, Carole, quelle est votre histoire? Ah, mon histoire, moi, écoute, ce qui m'a amené chez Alcooliques Anonymes, j'avais quelqu'un dans ma famille qui fréquenterait le programme. Mais moi, j'avais déjà essayé, puis il me semble que c'était pas pour moi, tu sais, j'avais encore du chemin à faire. Puis tant que j'ai pas complètement là, perdu la maîtrise de ma vie et que l'alcool n'a pas eu le dessus sur ma vie, là. Quand je parle de perdre la maîtrise de ma vie, je vais parler de ne pas être capable de travailler, d'avoir perdu mes amis, d'avoir plus rien, dans le fond, là, plus de dignité, plus le goût de vivre. Là. J'avais vraiment perdu la maîtrise de ma vie. Moi, c'est ça qui m'a apporté chez Alcooliques Anonymes là, pour de bon, là, à vouloir me rétablir puis à changer de vie, tu sais. Vous êtes sobre depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans? Oui. Et l'alcool est entré de quelle façon dans votre vie? Puis à quel moment c'est devenu un problème et pourquoi? Bien, moi, j'ai commencé à boire jeune. Là. J'ai commencé à boire pour faire partie de la gang. J'avais comme 13-14 ans. Mais je ne pensais pas que c'était pour devenir un problème. C'est devenu un problème vers l'âge de 16 ans. Déjà à 16 ans, j'avais un problème. Mes amis me disaient que je buvais trop déjà à l'âge de 16-17 ans. On m'en parlait déjà. Mais moi, c'était le party, puis c'est juste ça que je voulais. Et à quel moment vous avez fait votre entrée chez les AA? À quel âge? À 37 ans. À 37 ans? Oui. Mais c'est long, ça, de 16 à 37. Oui, c'est très long. C'était une longue déchéance. C'est 20 ans, ça, là, une vingtaine d'années. Oui, c'était vraiment une longue déchéance. Puis c'est le temps que j'arrive, là. C'est le temps que j'arrête. C'était quoi l'élément déclencheur pour aller chez les AA? L'élément déclencheur, bien, je savais que ça marchait pour d'autres. Je savais qu'il y avait des gens qui se rétablissaient, puis je savais que ça fonctionnait parce qu'on sait que c'est reconnu mondialement. Il y a des millions de personnes qui se rétablissent grâce au programme. Puis c'est l'espoir qui m'a emmené là. Danny, tu es plus jeune que nos deux autres invités. Toi, l'alcool est entré comment dans ta vie? Bien, comme tous les jeunes, là, par les parties, puis des choses, la fin de semaine. Au début, c'était... Est-ce que tu as commencé à consommer jeune? Bien, moi, j'ai commencé par la drogue. Là, Ouais. plus accessible à cette heure pour un jeune que de la bière, mettons, au dépanneur ou du fort à SAQ. Là. Mais, sauf que l'alcool a fini par rentrer pareil. Oui, l'alcool a rentré pareil, puis ça allait jouer juste plus fort après. Là, fait que... Mais à quel moment c'est devenu un problème? 13 ans environ. Ah ouais? Ouais, ben, moi, j'ai commencé à consommer, puis j'ai aimé ça tout de suite. Ça n'a pas pris du temps avant que ça fasse son chemin. Et tu as consommé pendant combien de temps ou combien d'années avant d'accéder au mouvement AA? Dans le fond, pendant 8 ans de temps. Pendant 8 ans? Ouais. Et quel a été l'élément déclencheur pour cogner à la porte des AA? Ben, moi, je suis arrivé par la porte. Mon père, c'est un membre, donc quand il a vu que j'étais bien magané, il m'a pogné, puis il m'a juste dit viens-t'en, je pense qu'il y a de quoi de bon pour toi là-dedans. T'as pas résisté? Ouais. Beaucoup, même. Ah ouais? Ouais, puis je continue encore de résister parfois, là, mais... Ça fait combien de temps que tu es Ça sobre? fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans et quelques. Là. Puis tu sens encore en toi un... Ben, pas une résistance, là, c'est plus... tu sais, je me dis souvent que je suis différent, je suis jeune, puis tout, là, mais c'est la même affaire, tu sais, je finis par accepter comme c'est. Avez-vous toujours une certaine crainte, une peur de retomber, de faire une rechute? Est-ce que ça vous traverse l'esprit? Parce qu'on sent, toi, ça fait à peine 2 ans, là, puis
On sent on le sent que ça fait pas longtemps. Je le sens dans tes propos, là, que je sais pas si je peux utiliser le mot fragile. Ben, ouais, ben, on est tous fragiles, je pense, de chacun notre manière, là, mais moi, c'est plus, tu sais, vu que je suis jeune, tu sais, tous les autres jeunes de mon âge, tu sais, on n'a pas la même définition. À cette heure, moi, c'est différent. Tu sais, eux autres, ils sortent d'un bar, puis ils se packent. C'est sûr. Moi, je suis... Socialement, ça change. Ouais, non, c'est ça. Le côté social, ça change. Fait que, tu sais, c'est juste ça, mais tu sais, Ouais. pour vrai, c'est... Toi, 2 ans, madame, 15 ans, monsieur, 7 ans de sobriété. Je repose un peu la même question. Est-ce que ça vous traverse l'esprit, cette espèce de fragilité de retomber, de faire une rechute? Ça m'arrive parfois d'y penser, mais je ne m'arrête pas à ça longtemps. J'essaie de me remettre dans le mode de vie des alcooliques anonymes, la pratique des 12 étapes. Puis on a des moyens quotidiennement qu'on peut recevoir de l'aide des autres. Tu sais, quand on se sent inquiet, quand on se sent angoissé ou quoi que ce soit, on appelle un ami, un parrain dans le mouvement. Tu sais. Et il y a la vie spirituelle aussi qui est comme la pierre d'angle du mouvement des alcooliques anonymes, qui est une découverte pour la grande partie des membres, là, ou une redécouverte. Et c'est d'une dimension de la vie qui est extrêmement importante et extrêmement stimulante et nourrissante. Est-ce que pour vous, Carole, effectivement, la portion des étapes, oui, mais de la spiritualité aussi, qui est inculquée par le mouvement, est-ce que ça vient vous chercher, vous? Mais pour moi, c'est important. Si je veux avoir un mode de vie, si je veux avoir un sens à ma vie, premièrement. Puis si on revient à la tentation, là, parfois, moi, j'ai aussi des tentations. Je me sens fragile parfois. Ah oui? Oui. Même après 15 ans, un alcoolique va toujours être un alcoolique. On marchait avec ça avant, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, là, ça me prend un mode de vie spirituel pour fonctionner. Sans ça, je ne fonctionne pas bien, tu sais. Et quand parfois j'ai des tentations de boire, je me rappelle ce qui était ma vie avant. Oui. Puis ce qu'elle est aujourd'hui, puis combien j'aurais à perdre dans tous les domaines de ma vie. Tantôt, Denis parlait évidemment que c'est son père qui était lui-même alcoolique, donc qui l'a amené dans le mouvement AA. Est-ce qu'il y avait une forme d'hérédité chez vous aussi? Est-ce qu'il y en avait dans vos familles, madame? Oui, chez moi, il y avait beaucoup d'alcool. Oui, beaucoup. Dans votre entourage, donc, il y avait des gens qui avaient des problématiques avec l'alcool? Oui, Ouais. oui. Est-ce que c'était la même chose pour vous? Mon père était alcoolique, ses frères étaient alcooliques. Et mon frère est alcoolique. Ah ouais. Oui. Donc, il y a vraiment une notion d'hérédité, là, clairement. Là. C'est pas scientifique pour reconnu, Là, l'affirmer. vous êtes 3 cas, disons, qui c'est ressemblent pas assez pas mal. reconnu, Là. c'est Ouais. pas reconnu, mais je crois que oui, ça Visiblement, peut oui. jouer avec ça, oui. Ça vous demande quoi, Dany, là, quand on fait partie des AA, là, je ne sais pas c'est quoi, c'est un meeting ou 2 par semaine, c'est comment ça se vit pour toi? Moi, là, ça se vit, tu sais, avant, c'était comme une tâche, là, quasiment, pour moi, là, mais tu sais, à cette heure, c'est comme si tu irais voir ta deuxième famille, là, tu sais, tu passes du temps avec eux autres, ça devient du monde que tu es bien proche, là, parce que, veux pas, tu les fréquentes souvent, tu sais, c'est comme dans le fond des chums de taverne, mais à jeun. Ça peut donner un exemple. Ça, c'est la citation du jour, ça. Non, mais... non, c'est vrai, tu sais. C'est en plein ça. Ouais. Tu sais, c'est du monde que tu revois souvent, tu sais, puis c'est des vrais amis qui sont là, pas pour rien, fait que... Moi, Mais vous voyez quoi? C'est quoi la fréquence de vos meetings? Bien, moi, dans mes débuts, comme on le sent, là, c'est comme... ça. Moi, dans mes débuts, là, c'était vraiment... Moi, je savais pas faire autre chose que boire. Hein. Je buvais, je me tenais d'un bar, puis je buvais. Donc, à tous les jours, j'assistais au meeting des alcooliques anonymes pour avoir quelque chose à faire, Ouais, je comprends. pour pas aller boire, tu sais. Puis aujourd'hui, après 15 ans, je peux faire 2-3 réunions par semaine. OK. Puis c'est correct, tu sais, j'y vais vraiment au besoin, mais au moins une fois par semaine, absolument. Bon. Là, Ouais, mes évidemment, amis. on le dit d'entrée de jeu, évidemment, chaque année, vous avez votre congrès, c'est à la Polyvalente, là, il y a des centaines de personnes, Ouais. c'est une grosse affaire. Ouais. C'est le 37e congrès avec amour. Michel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette journée-là? Durant cette journée-là, mais il y a plusieurs activités à l'intérieur du bâtiment. Il y a plusieurs kiosques qui accueillent les personnes à l'entrée pour présenter les différents services du mouvement. Tu as des kiosques de littérature, il y a une petite revue qui est publiée bimensuellement, il y a un kiosque. Pour ça, les Al-Anon sont là, c'est-à-dire les personnes qui sont en contact avec des alcooliques et qui ont besoin aussi d'un mouvement pour les soutenir. Et différents autres kiosques. Il y a des marathons de partage qui se font, des partages d'une vingtaine de minutes de membres d'un peu tous les groupes.
Il y a des conférenciels à l'auditorium, il y a un quiz du gros livre, il y a une pièce de théâtre, un souper spaghetti, danse, musique le soir. Il y a un gâteau qui est remis. Il y a beaucoup d'activités. Puis ça permet à tout le monde de se retrouver, de reprendre contact ensemble, des membres qu'on voit moins souvent. Puis également, surtout, d'accueillir l'alcoolique qui souffre encore. Bien, ça, c'était mon autre question, parce que vous êtes à peu près 700-800 à peu près pour ce Oui. congrès-là. C'est du monde à la polyvalente. Est-ce que c'est vraiment une porte d'entrée intéressante? Quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui se dit c'est peut-être le moment de décision d'y aller. Est-ce que c'est une bonne façon d'aller découvrir ce qu'est le mouvement? Bien, le congrès est ouvert à tout le monde. Donc, c'est un moyen pour une personne, si elle veut rester anonyme, cette personne-là, elle peut rentrer et venir dire « je viens m'informer ». Personne ne va lui forcer la main. Mais si elle se sent confortable, il y a des personnes qui circulent sur le plancher pour l'accueillir spécifiquement pour ça. À vous trois, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Bonne Merci. continuation. Ça fait Merci. plaisir. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Conférence sur le compostage présentée mardi, le 26 mai à 19h à la Bibliothèque Saint-Luc. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets, tvhr9.com ou encore 358-1912. Télévision du Haut-Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement pour vous communiquer ou quoi que ce soit. Une seule adresse. Et faites attention, là, c'est toujours Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Visitez notre site également pour retrouver les entrevues format vidéo. À demain. Bye bye.